Bonjour à tous, je suis Flavio Bonnet, je suis kiné depuis maintenant 12 ans, installé à Paris. Et il y a quelques années de ça, en 2017, j'ai hérité du poste de directeur général de la Clinique du Coureur, puisque j'ai rejoint la Clinique du Coureur en 2015. La Clinique du Coureur, c'est un organisme de formation québécois qui forme les professionnels de santé aux meilleures pratiques concernant les coureurs. Et aujourd'hui, je voulais vous faire quelque chose de très freestyle en vous demandant qu'est-ce que vous avez envie de savoir. Donc, vous me nommez une pathologie, ok, et je vais vous expliquer quel type de patient ça touche, l'historique typique qui vous disent au cabinet, quels sont les signes et symptômes, quels sont les tests diagnostiques clés, et j'aurai besoin d'un patient ou d'une patiente qui voudra bien s'allonger là. J'ai pris un short, si jamais vous n'avez pas de short, juste peut-être pour voir un genou, un pied, que je vous montre les tests cliniques. Si ça vous dit, ça vous branche? Oui. Ah, c'est cool. C'est lourd, c'est lourd. Et après, je vais vous décrire donc tous les conseils qu'il faut donner à ces patients-là, toute la thérapeutique qu'il faut mettre en place, les changements de foulée et les changements de chaussures. Ça vous va? Ouais. Cool. Et ben allez, c'est parti. Nommez-moi une pathologie. Allez. Allez, syndrome de l'essuie-glace. Ah. Alors, juste avant ça, qui parmi vous est kiné? Déjà DE, on va dire. Ok. Donc tous les autres, vous êtes en étudiant, tous en kiné? Ou j'ai cru comprendre qu'il y avait... Non? Ok. Qui est en K4? Ok. K3, K2, K1. Ok. Parfait. Alors, la bandelette, très bonne pathologie. Alors, juste avant qu'on explicite les différents types de pathos, il faut que vous regardiez ce graphique-là, que j'affiche tout de suite. C'est un triptyque, d'accord? C'est un graphique en triangle, parce qu'en fait, les pathologies en course à pied sont dépendantes des contraintes auxquelles elles sont soumises. Il y a des gens qui vont se faire mal lorsqu'ils vont changer de vitesse, par exemple faire du fractionné, alors que tu n'es pas habitué, ou du sprint. Il y en a qui vont se faire mal parce qu'ils vont courir plus longtemps, à la même vitesse, qui est relativement faible en général. Et il y en a qui vont se blesser parce qu'ils vont se retrouver dans des amplitudes dans lesquelles ils ne sont pas habitués. Exemple, tu as l'habitude de courir sur du plat, et tu te retrouves à courir en côte. Okay? Ton mollet va être en course externe, et c'est potentiellement un risque de blessure d'amplitude. Donc on a trois grands types de blessures. Les blessures liées à la charge, à la vitesse. Donc c'est des pathologies en haut. On va retrouver la tendinopathie d'Achille, la périostite, les fractures de stress. Liées à la vitesse. Quelqu'un qui court plus vite que d'habitude. On va avoir les lésions musculaires au niveau des ischio-jambiers, typiquement. Maintenant, par rapport à ta question, donc syndrome de bandelette. Donc ça, c'est le truc le plus chiant. Et je vous avoue, quand moi j'ai commencé il y a 12 ans, 2010, ouais, 12 ans, on ne savait pas quoi faire sur les bandelettes. Vous savez ce qu'on faisait sur les bandelettes? Quelqu'un venait, il disait voilà, je cours, j'ai mal sur le côté du genou, je suis obligé de m'arrêter à 10 minutes, je ne peux plus courir, j'ai une douleur insoutenable, je ne peux plus courir. Ben alors, faisait quoi? Massage. Ultrason. Puis tu sais, des fois, tu fais ton ultrason et tu te rends compte que, oh putain, il n'est pas branché. Ça vous est déjà arrivé, les DE? T'es là comme ça, tu dis ça vous fait du bien? Ouais. Tu regardes le truc, tu fais oh putain. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait rien de tout ce que je vais vous raconter. En fait, on savait même pas quoi faire. On essayait d'étirer la bandelette. Vous avez déjà vu cet étirement là? L'étirement de la bandelette. 1, il ne sert à rien. 2, tu peux pas étirer une bandelette. 3, c'est contre-productif parce que la bandelette, c'est une pathologie de compression. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Donc, dans la bandelette, on est dans une pathologie dite de répétition. Ça arrive que chez des gens qui font des courses longues. D'accord? Courses très longues, j'ai envie de vous dire 10 km rarement, semi, marathon, trail, ultra trail, ou ça peut être aussi des randos en descente, des longues randos avec beaucoup de descente. Qui a déjà eu une bandelette parmi vous? Je suis sûr qu'il y en a. Ok. C'était comment? Quelle occasion? À quelle occasion? Début de la course sur des longues distances. Début de course, longue distance, ok. Course et en descente de rando. Descente. Qui en a eu encore? Course sur un semi sans avoir. Semi sans avoir quoi? Sans avoir jamais couru ou pas? Ok. Ouais. Ok.
Quelqu'un d'autre? J'ai cru voir plus de mains. Ouais. Descente rando, ok. Bon, vous illustrez parfaitement le point. Descente, quelqu'un qui a fait de la descente ou du long. Parfait. Le type de patient, ça touche tous les patients, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, etc. Maintenant, qu'est-ce que vont vous dire les gens au cabinet, dans l'historique? Les gens, ils vont arriver. Tout à l'heure, je ferai un truc sur la lombalgie, sur l'examen et le bilan. Et moi, dans la première question que je pose à mon patient, c'est « Expliquez-moi ce qui est arrivé ». Et là, il va vous dire « Je faisais ma course longue, mon semi, et là, j'ai senti une vive douleur sur le côté du genou. Je me suis arrêté un peu, j'ai pu reprendre un petit peu, et là, la douleur est repartie très fort. » Et il va vous dire un truc super bizarre, un truc qui doit vraiment vous percuter à l'esprit. Il va vous dire « C'était bizarre, mais quand je courais plus vite, j'avais moins mal. » Et là, vous allez écouter, vous allez dire « Attends, quand tu courais plus vite, vous allez même dire plus vite, quand il courait plus vite, il avait moins mal. » Ça, c'est un des signes caractéristiques de la bandelette iliotibiale. D'accord? Il va vous dire un autre truc, il va vous dire « Quand j'écartais les pieds quand je courais, j'avais moins mal. » Donc, c'est généralement quelqu'un qui arrive à la fin de sa course à courir en courant un peu plus vite, jambes tendues, légèrement écartées. Ça donne un truc comme ça. Il y a des gens, ils sont tellement... En fait, la bandelette, c'est la pathologie vraiment typique du coureur. C'est le truc, c'est très très spécifique à la course à pied. Il y en a quelques-uns, parfois en vélo, parfois en ski de fond. Je sais que le ski de fond à Paris, c'est pas très fréquent. Hein. Donc on voit surtout des coureurs, il y a beaucoup de coureurs. Et en fait, c'est une pathologie qui est incroyable. C'est tellement invalidant. Ils vous disent, quand je cours 10 minutes en ligne droite, je suis obligé de m'arrêter, j'ai un coup de poignard sur le genou. D'accord? Donc cette caractéristique très aiguë des symptômes, elle est hyper importante à reconnaître. D'accord? Et pourquoi? C'est lié à la physiopathologie. Donc on va se mettre en mode old school et on va vous refaire un petit schéma à la craie. Ça, c'est un condyle, c'est un plateau tibial. En fait, la bandelette, elle va cheminer comme ça, face latérale du condyle, elle va s'attacher sur le condyle et elle va descendre ici sur le tubercule de Gerhardi, exactement. Pendant longtemps, on a cru que la bandelette s'attachait uniquement là et qu'elle frictionnait sur le condyle fémoral latéral. En fait, quand vous regardez les études anatomiques, il y a un ancrage ici sur le fémur. Ce qui fait dire à certains auteurs qu'il y a une partie qui est ligamentaire, d'un os à os, et il y a une partie tendineuse, d'accord, avec le tenseur du fascia latal là-haut. Et entre les deux, il y a différentes choses qui sont décrites. Soit de la graisse, comme la graisse qu'on a devant le genou, qui s'appelle la graisse de Hoffa, comme la graisse qu'on a sous le talon, c'est une graisse qui est faite pour amortir la compression. D'accord? Parce qu'à chaque fois que vous allez prendre un appui en course à pied, la course à pied, c'est quoi? C'est un saut sur une jambe puis sur l'autre. C'est ça la course à pied. Donc à chaque fois que vous allez prendre un appui en course, il va y avoir une tension sur la bandelette qui va vous permettre de rester droit. C'est votre stabilité passive. D'accord? À chaque fois que vous arrivez sur une jambe, certes, votre moyen fessier s'active pour pas que vous tombiez, mais il y a une bonne partie de la stabilité passive qui est assurée par la bandelette. Ok? Et le truc, c'est que si vous courez trop longtemps, trop en descente, vous marchez trop longtemps en descente par rapport à ce dont vous avez l'habitude, vous allez déclencher une inflammation dans cette zone ici. Vous allez déclencher une inflammation sur cette graisse, et cette graisse, elle est richement vascularisée et innervée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle peut transmettre un message nociceptif extrêmement douloureux. D'accord? Donc, soit c'est de la graisse, soit c'est des bourses. Mais dans tous les cas, ça ne supporte pas l'excès de compression. Ça va venir se comprimer. En fait, en course à pied, vous allez faire entre 150 et 190 pas par minute. D'accord? Donc environ 80 sauts, 90 sauts par minute sur une jambe. D'accord? Et ça, en fait, la course à pied, il y a beaucoup de répétitions. C'est pour ça que dans la littérature, vous verrez parler de pathologie de surutilisation, pathologie de répétition. Ok? Donc voilà pour la physiopathologie. Alors notre patient est là, et puis quel test clinique on va lui faire? Comment? Test de Rennes? 1975, test de Rennes. Rennes, c'était un médecin militaire qui en fait a décrit ça chez les militaires. Et en fait, le test de Rennes, je vous le montre, c'était un truc comme ça. Vous vous appuyez sur le site ici de douleur et vous faites de la flexion, simplement comme ça. Flexion répétée, en charge. D'accord?
Alors, pourquoi est-ce que c'est un mauvais test? Il n'est pas assez spécifique. Il n'est pas assez spécifique, exactement. Quand tu fais ça, regardez bien, j'appuie là où j'ai mal. Je fais de la flexion sur une jambe. Vous comprenez bien que peu importe la pathologie que j'ai dans le genou, ça va me faire mal. Que j'ai un syndrome rotulien, syndrome fémoro-patellaire, une tendinopathie de l'apex, un problème de ménisque, de l'arthrose, sur n'importe quelle pathologie, ça va me faire mal. Donc, ce n'est pas spécifique. Ça ne va pas vous permettre de discriminer. D'accord? L'enjeu du diagnostic, c'est de différencier, faire un diagnostic différentiel, d'essayer de voir, est-ce que j'ai vraiment cette pathologie-là? C'est quoi le meilleur test pour la bandelette? Ouais, Noble, parfait. Est-ce que tu peux venir? On va le montrer à tout le monde. J'imagine que tu n'es pas en short en novembre. Ça te dérange si je te file un short? Parfait. On peut l'applaudir, les amis. Alors. Tiens, un short de basket, je n'ai pas pris un truc. Ok, alors je vais vous montrer le test de Noble. Donc en fait, Noble, c'était qui? Noble, c'était un médecin militaire aussi. 4 ans après Rennes, il a décrit le test qui allait porter son nom, test de Noble. Il est un peu grand, ouais, j'ai forci depuis des années aussi. Le test de Noble, en fait, c'est le même test que le test de Rennes, mais il se fait allongé sur le dos. D'accord? Il se fait en passif. Ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus spécifique à la bandelette. Ok? Tu peux t'allonger la tête par là, au soleil, c'est pour faire les couleurs. Ouais. Parfait. Alors, le test de bandelette, test de Noble, pardon, c'est le suivant. Je vous le décris sans le micro, d'accord? Pas une très bonne idée, ça. Ok. Je me mets comme ça, à genoux, sur ma table de soins. Okay, je vais prendre la jambe de mon patient et je vais repérer le condyle fémoral latéral. D'accord? Je repère le condyle fémoral latéral, je me mets légèrement crânialement au-dessus. Je vais tomber dans le creux là. Je vais tomber dans le creux pile sur la graisse où il a mal. Je vais rester là, mais ce n'est pas suffisant pour mettre en évidence. Ce n'est pas un test palpatoire, le test de Noble. C'est un test de compression-friction. Donc j'appuie là où il a mal. Souvent il va me dire, oh, déjà c'est pas terrible, mais j'ai pas trop mal. Je prends son calca avec une prise en Playmobil. Vous voyez les Playmobil? Et je pars à 30 degrés ici, là. Et à 30 degrés, je vais mettre ce qu'on appelle un léger stress varisant. Je vais essayer de mettre en tension la bandelette. Et toi, tu sens que ta bandelette, elle vient légèrement se tendre contre moi. On est à 30 degrés. J'ai la main, le pouce là où il a mal. Je fais un léger stress varisant. Légère rotation interne en plus au niveau de ton tibia, tu vois. Et là, on est en tension max sur ta bandelette. Tout le monde me suit? Je reprends. Condyle fémoral latéral, légèrement crânialement, j'appuie dessus. Stress varisant, légère rotation interne du tibia. Sa rotule est toujours au zénith. Okay? Ça, c'est ma position de départ. Dans cette position-là, je vais faire des allers-retours de 0 à 60 degrés. 10 à 15. Et là, au bout de quelques-unes, il va me dire quoi? Aïe, j'ai super mal. Et je vais lui dire, c'est ta douleur? Et il va me dire, ouais, c'est ma douleur. Et là, j'aurai mon test de Noble positif. Ok? Dans la bandelette iliotibiale, vous avez 0 limitation d'amplitude. D'accord? On pourra parler des ménisques après. Un ménisque peut donner une limitation d'amplitude. D'accord? Souvent un peu subtil d'ailleurs, plus par là. Un ménisque, c'est rarement, ça ne bloque pas jusque-là. Ça bloque un peu là-bas, tu vois, c'est un peu bizarre, il y a un truc qui gêne. Vous n'avez pas de perte de force sur une bandelette. Vous avez quelqu'un qui peut faire des squats sur 2 jambes, des squats unipodaux sans aucune douleur. Ok? Donc voilà, test de Noble. Ça va pour tout le monde? Vous voulez que je remonte encore une fois? Ouais? Allez. Je me mets à côté de mon patient à genoux. Je pose le coude à l'aplomb de son creux poplité. Vous voyez, parce qu'en fait, ça va faire bascule. Souvent, les gens, dans les cours, quand je les donne, vous faites ça. Et en fait, là-dessus, le patient, il n'est pas très relâché. Donc, il active des structures contractiles. Et puis moi, je ne suis pas très confort. Donc moi, je me pose là. Lui, il est complètement relâché. Ça fait pivot, tu vois. Condyle fémoral latéral. J'appuie légèrement crânialement. Playmobil. 30 degrés. Stress varisant. Légère rotation interne pour le style. Et la tension. Et on fait 0,60.
Ça va pour tout le monde? Trop cool. Merci. Tu pourras revenir après? Le short, du coup. Ouais, je peux garder le short. Alors, on a notre diagnostic. Maintenant, quels conseils vous allez donner aux gens? Vous avez fait votre interrogatoire, vous avez fait votre examen clinique, vous demandez à votre patient de se rasseoir à côté de votre bureau et vous lui dites « Écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose de très important. » Et vous marquez ce blanc derrière. Vous voyez le truc? Les blancs dans les séances, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Pas forcément si long, hein. Je suis d'accord. Donc, c'est quoi le plus important dans la bandelette? C'est de toujours, plus exactement ne jamais, toucher la douleur. D'accord? Dans votre rééducation, dans vos exercices, dans votre programme de course que vous allez donner à votre patient, le patient ne doit jamais avoir mal. D'accord? Il ne doit jamais avoir mal. Pourquoi? Parce que s'il a mal, c'est qu'il est en train de relancer l'inflammation ici, là. Et là, il pourra juste moins courir le jour d'après. D'accord? Donc on veut zéro douleur pendant l'activité, après l'activité et le lendemain de l'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mauvais dosage, c'est par exemple quelqu'un qui court, qui a pas mal pendant, qui dit « Oh, ça va super et tout », mais le lendemain matin, il se lève, il descend les escaliers et il dit « Putain, j'ai plus mal que d'habitude ». Il n'a pas bien dosé la veille. Et c'est ça qui doit vous guider. Si vous l'interrogez pas bien et vous lui dites « Comment ça a été pendant ta séance? Ouais, t'as pas eu de douleur? Ok, nickel, augmente ». Il va revenir, après il aura mal en permanence. Ok? Donc, zéro douleur pendant, après et le lendemain. C'est ces trois marqueurs qu'il faut vérifier avec vos patients. Ok? Ensuite, votre patient, admettons qu'il puisse courir 20-30 minutes et que sa bandelette le gêne au bout de 20-30 minutes. Un des trucs hyper importants à lui dire, c'est de ne pas courir sur une surface répétitive. Exemple, le bitume en ligne droite. Et j'ai même pire que le bitume en ligne droite, c'est le bitume en ligne droite à la campagne. Sur des routes légèrement incurvées comme ça. Vous voyez? Légèrement incurvée. Vous voyez, si la route elle est comme ça devant moi, si je cours du côté droit de la route, à chaque appui, j'ai un stress varisant qui se surajoute. Tout le monde me suit? À droite? Et ça, clairement, ça augmente encore plus tôt les symptômes. Pourquoi? Parce que tu majores la compression. Un peu comme dans le test de Nob. Okay? Donc, hyper important. Je veux que tu varies les directions. Vous savez quoi? Quelqu'un qui ne peut pas courir 10 minutes à cause de sa bandelette, il peut jouer un match de foot entier sans douleur. Pourquoi? Parce que c'est quoi le foot? Tu sprints, tu t'arrêtes, tu changes de direction, tu sprints, tu t'arrêtes, tu sautes, tu mets une tête. T'es Messi, tu marches, tu marches, tu marches. Tu sprints, tu marques. Et en fait, le foot, si vous voulez, c'est pas du tout une activité répétitive, comme la course à pied. C'est pour ça que moi, mes footballeurs qui, par exemple, se font le croisé et qui après décident d'arrêter le foot et de courir, pour moi, c'est des débutants en course à pied. Même si ils auront des performances très rapides, très bonnes en course à pied, puisqu'ils ont développé un cardio énorme durant ces années de foot. Mais concernant la course à pied, c'est très très spécifique. C'est très répétitif. D'accord? Donc voilà, c'est le deuxième conseil. Donc 1, zéro douleur. 2, varier les directions. Cours avec un ballon sur un terrain, va en sentier. Évite les descentes par contre. Tu n'as pas le droit de courir en descente. Tant que votre patient n'aura pas retrouvé un volume, c'est-à-dire un kilométrage hebdomadaire suffisant, il ne pourra pas faire de descente. Pourquoi? Parce que la descente va augmenter très rapidement les symptômes. Du coup, comment est-ce qu'on établit justement ce kilométrage pour savoir si c'est suffisant ou pas? Ouais, en fait, c'est souvent de l'ordre de 45 minutes à 1 heure. Quand ton patient peut faire 45 minutes à 1 heure sur du plat, tu vas considérer qu'il est bon pour la descente. En tout cas, moi, c'est mon critère subjectif à moi. Mais tu dis 45 minutes avec changement de direction ou sans changement de direction? Plutôt sans changement de direction. Tu vas d'abord changer de direction, augmenter le volume tout droit. Une fois qu'il est bien tout droit, là on part en descente. Ouais, très bonne question. Ouais. Donc ça, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que votre patient il peut faire de la plio? Est-ce qu'il peut faire une séance de crossfit par exemple? Oui, non? Pourquoi pas? Ouais. En fait, vous savez quoi? Ils n'auront aucun problème en crossfit, en muscu, en renfo. Donc vous pouvez... On va leur faire beaucoup de renfo, tout ce qui est abducteur, rotateur externe de hanche, renforcement du quadriceps, contrôle moteur en triple flexion, gainage.
Parce que si votre patient il a à chaque appui, s'il manque de gainage au niveau du tronc, il va augmenter les contraintes sur la face latérale du genou. Donc c'est pas favorisant, même s'il n'y a pas un niveau de preuve là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec nos patients? Pour la douleur, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler la douleur? Une fois que vous avez donné ces grands conseils-là, pour diminuer la douleur de vos patients, qu'est-ce que vous allez faire demain au cabinet là? Les DE, vous faites quoi sur vos bandelettes? Hein? Ouais. L'inflammation, donc du froid. Ah, très intéressant. Est-ce que le froid est vraiment anti-inflammatoire? Sujet bouillant. Sujet bouillant. Vous avez vu le Peace and Love de la Clinique du Corps, l'acronyme qu'on a développé là? Pour les blessures aiguës, on en parle après si tu veux. Le froid, en fait, dans la littérature, c'est contradictoire si c'est anti-inflammatoire vraiment. En fait, le froid agit sur la douleur. Le froid est analgésique, pas forcément anti-inflammatoire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, clairement, c'est une pathologie inflammatoire, surtout dans les phases initiales. Donc, parfois, pas chez tout le monde, j'ai envie de vous dire pas chez le coureur lambda, mais chez un sportif de haut niveau qui a des échéances qui arrivent, qui se répètent, on va être assez agressif en prescription d'anti-inflammatoires. Donc, on va se mettre en lien avec les médecins et on va généralement commencer par des INS par voie orale. D'accord? Pendant 7 à 10 jours maximum. Ensuite, si ça ne marche pas, ou si ça marche partiellement, on va potentiellement faire une injection de diprostène en arrière de la bandelette sous contrôle échographique. Le médecin fait ça, et moi je dis à mon patient, c'est comme si je vous mets un coup d'extincteur sur la zone. Là il y a le feu, on va calmer ça, et une fois que ça sera calmé, on va pouvoir recharger doucement. D'accord? Parfois c'est tellement irritable, c'est tellement aigu, que vous arriverez à pas grand-chose. D'accord? Dans les cas les moins aigus, qu'est-ce qu'on va faire? On prescrit de l'exercice, je vous ai dit abduction, quad, contrôle moteur, gainage. Et votre patient il va pouvoir recourir de plus en plus. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va reprendre la course à pied minute par minute quasiment. Et sur la minute où il va courir, étonnamment, il pourra courir plus vite. Donc on va lui dire, tu peux courir plus vite que d'habitude, mais tu peux courir qu'une minute. Et on va faire 1 minute de course, 1 minute de marche. Et on va faire ça sur 20 à 30 minutes. Généralement, il va tolérer ça s'il avait mal au bout de 10-15 minutes. Tout le monde me suit? Je vois des yeux qui... Je te répète, tu as ton patient, il ne peut pas courir 10 minutes. Si tu lui fais faire 20 minutes en une course, une marche, une course, une marche, une course, une marche, il n'aura aucun problème généralement. En plus, la minute de course que tu vas faire, tu vas la faire un tout petit peu plus vite. Parce que quand il court plus vite, il y a moins de compression. En fait, il y a moins de collapse au sol et tu as moins de compression sur la face là. Donc en fait, les gens, c'est pour ça qu'ils ont moins mal en courant plus vite. Ok? Est-ce que c'est 20 minutes en comptant les minutes de marche ouais, c'est de course ou c'est juste que les minutes de... C'est une sur 20 minutes. Donc ça fait 10 minutes de course. Ouais. Et donc on va augmenter ce temps-là jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Et là, on va pouvoir ensuite rallonger les portions de course. Et c'est clair que j'ai vu des yeux tout à l'heure qui me regardaient, qui me disaient « Putain, franchement, 1 minute de course, c'est relou. » C'est relou. Et oui, ça va être tellement relou. Et c'est là qu'il va falloir que vous soyez bon en communication avec vos patients. Pourquoi? Parce que si le patient il part en courant continu, il va se faire mal. Et j'ai même envie de vous dire de mon expérience là, que des fois il va pas avoir mal pendant plusieurs séances, il va faire 5, 10, 15, 20 minutes. Et la bandelette, c'est comme s'il y avait un effet cumulé. C'est-à-dire que ça se charge, et puis à un moment, il va arriver à 20, 21 minutes, et là, il va retomber dans une grosse inflammation, il va avoir mal à la marche, et ça sera mort. Ok? Donc, oui, c'est frustrant, mais votre rôle, c'est de dire, écoute, c'est vrai, c'est super chiant, je suis désolé, je te donne un truc super relou à faire, mais en fait, c'est obligé. Tu as une pathologie qui n'aime pas la répétition. Il faut qu'on coupe la répétition. Mais par contre, positive, regarde, sur la minute où tu cours, tu peux courir vite. C'est cool, non? Il y a une question avant. Vous avez parlé d'anti-inflammatoire. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas plutôt pour une type de population, par exemple, quelqu'un un footballeur qui a un match le samedi, là, on veut Alors, son match. ouais, intéressant, les footballeurs n'auront jamais de bandelette. J'ai jamais vu une bandelette. Course, oui, ok. Et alors que quelqu'un qui n'est pas dans le sport de haut niveau ou dans un sport très amateur, oui.
c'est pas un peu dédié le problème de lui prescrire un anti-inflammatoire? Alors, tu vois, c'est clair que, tu vois, tout à l'heure, je disais, c'est pas pour les gens lambda. Clairement, c'est pour les gens qui, tu vois, soit enchaînent, soit ont un haut niveau, soit ont une pathologie qui persiste depuis 6 mois, 1 an, ou une pathologie qui est récurrente. C'est clair que tu ne vas pas t'amuser à donner des anti-inflammatoires sur la première bandelette de la personne qui a fait son premier 10 km mal entraîné. Tu vois, c'est clair quand même? Et quand on fait le programme, on arrive progressivement à 45 minutes, 1 heure, ensuite il court en continu, il prend les descentes. Est-ce que le syndrome peut revenir? Ah ouais. Et ouais, comme toute pathologie, hein, le risque d'en refaire un, c'est d'en avoir déjà fait un, la plupart du temps. Donc ouais, clairement, la personne est à risque. Ouais. Dans ce cas-là, du coup, on redescend au niveau fractionné, on raccourcit. Tu es obligé de revenir quasiment à la base. Ça dépend à quel point il s'est irrité. Tu vois, s'il a mal à la marche, s'il boite, si le matin, quand il descend, il a mal les escaliers, bah, c'est mort, tu peux plus courir. Là, pour l'instant, ça va être exercice. Alors, un autre truc pour contrôler la douleur, vous avez déjà fait du rouleau de massage sur la face latérale de la cuisse couché sur le côté? Ça défonce, hein? Si ça défonce, c'est excellent. C'est-à-dire que vous allez jouer avec votre système nerveux. Et alors par contre, vous voyez, il ne faut pas faire ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une forme de MTP à se péter les pouces là-dessus. Et en fait, on était débiles parce qu'on appuyait là où il y avait une inflammation. Tu sais, genre, la personne, il y a le feu, et toi, tu appuies dessus, tu dis, vas-y, c'est bien. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire beaucoup plus haut dans la cuisse. Ça va augmenter sa douleur sur la face latérale de la cuisse et on va jouer sur un phénomène neurophysiologique qu'on connaît depuis les années 60, Melzack et Walsh. Ça va diminuer sa douleur en distale. Si tu lui fais mal ailleurs, ça va diminuer sa douleur initiale. Ça, c'est un truc bien connu qui marche plutôt très bien. Hein. Donc, automassage. Est-ce que je ne vais pas le masser quand même? Je vais lui apprendre à se masser, non? Je veux dire, vous pouvez donner du poisson aux gens. Hein. Les gens, ils adorent le poisson. Mais si vous leur apprenez à pêcher, c'est nettement plus intelligent, je pense. Nettement plus pérenne dans le temps. Ok? Donc, on va lui dire de prendre un rouleau et de se faire un automassage régulier tous les soirs pendant 1 semaine, 10 minutes sur la face latérale du genou. Ok? Donc, on va faire ça. Il va faire ses exercices et on va lui donner un programme de course. Je reviens juste un peu avant, tu parlais de l'hétérogénéité des profils. Il y a autant de femmes que d'hommes. Ouais, sur la bandelette, il n'y a pas vraiment de dominante, ouais. Est-ce qu'il y a quand même des facteurs de risque sur les bandelettes? Très très bonne question. Je te renverrai à la revue systématique de l'eau qui est sortie il y a quelques temps. En fait, ça dépend le niveau de preuve que tu regardes, mais si tu regardes les meilleures études sur le sujet, il n'y a pas de facteur de risque biomécanique. La biomécanique, la façon dont les gens courent, que tu aies les gens en dedans, en dehors, une pronation, un truc, une rotation interne de hanche et tout, il n'y a rien qui est solide dans la littérature pour dire c'est ça qui va déclencher la douleur. Donc, ouais, très bonne question. Est-ce que l'hydratation et le sommeil, ça existe? Hydratation et sommeil. Alors, sommeil, on en parlera largement dans la deuxième formation, si ça ne dérange pas. Mais hydratation, je pense qu'en fait, le corps a une tolérance à la déshydratation qui est vraiment très importante. Je ne pense pas que ça puisse jouer significativement. Le sommeil, oui. Sur la modulation de la douleur, clairement. Ouais, c'est capital. Oui. Ok. Donc, en termes de traitement, donc, je vous en ai parlé, en termes de conseils aussi, reprise de course aussi, alternance de marche et de course. En termes de changement biomécanique, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la cadence des gens. Est-ce que vous voyez ce que c'est la cadence ou pas? Ouais? On va voir si vous savez vraiment ce que c'est. Passez tous debout. Vous allez courir sur place au rythme imposé par la musique. Tu cours bizarre, ça. Ok. Vous pensez que c'est une cadence lente ou plutôt haute? Lente, hein? Ça veut dire que c'est rapide. Est-ce que j'ai augmenté ou j'ai baissé? J'ai augmenté. Je suis à combien précisément là? Celui qui trouve, je lui paye un verre. Non, dommage. Non. Non. Ah non, on a augmenté. Ils ont pas envie de boire à Bordeaux, Amandine. Ils ont pas envie de boire. 173.
Dommage, personne l'a dit. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, ça réveille. Alors, la première cadence, écoutez, la première cadence que je vous ai mise, c'était 155 pas par minute. C'est une cadence qui est considérée comme faible, d'accord? C'est vraiment la cadence que vous allez retrouver chez les coureurs débutants, d'accord? Donc des grands pas, très lourds, pas dynamiques, etc. 173, c'est une cadence que vous allez plus retrouver chez des gens expérimentés, voire des élites. Jusqu'au fameux 180, on pourra en reparler après. 180, c'est 3 pas par seconde. D'accord, juste pour vous donner un ordre d'idée. Et chez les gens qui ont une bandelette, on s'aperçoit que c'est très intéressant d'augmenter la cadence sans forcément trop changer la vitesse. D'accord? Donc pour une même vitesse, on va chercher à augmenter la cadence. On va essayer de faire des pas plus petits et plus dynamiques. D'accord? Et vous verrez au cabinet, quand vous allez faire ça avec les gens vont vous dire « Ah, j'ai l'impression de piétiner. Moi, quand je regarde les meilleurs athlètes, les meilleurs Kenyans là-dessus, ils ont des grandes foulées super belles, super aériennes, tout ça. » Et je lui dis « Mais tu sais quoi, tu es exactement à la même cadence là. » Puis il me regarde, c'est parce que les Kenyans, ils sont entre 175, 180. Tu as ton patient qui est à 180, il dit « Non, mais je ressemble à rien. » là. Et je dis « Oui, vous n'êtes juste pas à la même vitesse. » Lui, il court à 20, toi, tu cours à 10. Et la différence, alors que vous avez la même cadence, c'est la distance entre les appuis. Ok? Mais ils ont exactement la même cadence. Et on sait qu'augmenter la cadence chez les gens qui ont une bandelette, ça va permettre de diminuer la friction sur la face latérale du genou. Ça va pour tout le monde? Ouais. Oui, exact. Mais en fait, tu diminues le temps de contact au sol, tu es plus dynamique, et en fait, empiriquement, on s'aperçoit que c'est mieux toléré. C'est ça, une zone de diminution de la hauteur d'appui à la Je suis pas sûr. La réception sur la reprise du pas. La hauteur du coup. Alors, je comprends pas ta question. Désolé. Il n'y avait pas une histoire aussi de diminuer la hauteur de la foulée et diminuer le Ouais. Diminuer le déplacement du centre de masse, tu veux dire? Maximum un Je mois. veux dire, en faisant une grande cadence, du coup on monte moins haut. Ah ok, avoir une foulée plus rasante, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ça je sais pas te répondre scientifiquement parlant. Je pense que c'est surtout en lien avec l'augmentation de la cadence, plus que la hauteur de la remontée. Ok? Il y a un autre truc qui va se passer en fait en augmentant la cadence, c'est qu'on va changer la pose du pied au sol. Est-ce que vous avez déjà entendu des différentes poses du pied au sol en course à pied? Qui court déjà parmi vous? Ok. Qui ne court pas? Ok. Faites gaffe parce que généralement ce genre de présentation ça motive à courir et demain vous allez avoir une envie de courir, ça va être bizarre. Les enfants ont dit ah non pas du tout moi, aucun problème, aucun souci. Alors. Écoutez, il y a 5 poses du pied en course à pied. Okay, on va avoir ce qu'on appelle le vrai talon. Tibia pas vertical, gros talon jusqu'à 45 degrés. Bam. Vous allez avoir la personne qui touche le talon d'abord, mais qui a un angle pied-sol qui est fermé, 5 à 10 degrés. Vous allez avoir les gens qui sont médio-pieds. Donc tu ne sais pas différencier s'il est avant-pied ou talon. Tu as les gens qui sont avant-pied, qui déposent le talon après. Et tu as les gens qui attaquent sur les orteils. Donc vraiment, on appelle ça les toe strikers, les attaqueurs orteils. C'est généralement des gens qui ont lu des articles et qui pensent qu'il faut vraiment plus toucher le talon, c'est le diable. Tu vois. Ils sont allés un tout petit peu trop loin. Donc, on a ici les talons. Talon proprioceptif ou talon subtil. Nous, on appelle ça un talon proprio. Bon. Médio-pied. Avant-pied et attaqueur orteil. Nous, ce qu'on a tendance à recommander avec Ligne du coureur, c'est d'avoir ce qu'on appelle une tendance médio-pied. Une tendance médio-pied, ça va du talon proprioceptif à l'avant-pied. En fait, c'est un peu comme en soirée. Tous les excès sont mauvais, n'est-ce pas? Attends, personne n'est d'accord. Non. En fait, lorsque vous augmentez la cadence de quelqu'un qui est comme ça, il est à 150, gros talon, et ben tu le fais passer à 180, spontanément, il va fermer l'angle pied-sol. Il va se diriger là-dedans. Ok? Et ça va être plutôt bien pour modérer les forces d'impact.
D'accord? Donc une tendance médio-pied. Pourquoi c'est pas bon un excès de talon? Ça transfère toutes les charges directement au genou, hanche et dos. Donc c'est pas bon pour les patos proximales. Et là, c'est pas bon non plus. Pourquoi? Parce que tu mets trop de pression sur une petite surface et c'est pas terrible non plus. D'accord? Est-ce que ça va sur la bandelette? Ça vous donne des clés un peu? Vous connaissez le test de Noble? Vous savez qu'il faut faire du renfort, du gainage, du massage plutôt à distance, on ne touche pas la zone, éventuellement des anti-inflammatoires en fonction de qui on a en face de nous. On va reprendre minute par minute, on évite la descente. On reprend la descente qu'une fois qu'on peut courir longtemps à plat. Et voilà, sachez que ça peut être long, d'accord? Quelqu'un qui vient et ça fait des mois qu'il ou elle a mal et il faut lui dire, écoute, tu sais, t'as mal depuis 6 mois, ça va pas partir en 2 séances. C'est quelque chose qui prend du temps. Voilà. Ok? Oui. J'ai une question par rapport à l'évolution de 1 minute courte, 1 minute marche. Oui. Pardon, après on augmente en faisant 2 minutes courtes, 2 minutes marche. Alors. 2 minutes courtes, c'est 1 minute marche. Ouais, je te donne ce que je fais d'habitude. Généralement, en fait, je vais le faire sur 20 minutes d'abord, en 1-1. Ensuite, 25-30. Une fois qu'on est à 30, là, tu essayes d'augmenter ta durée de course. Donc, tu vas faire 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Et puis après, tu vas essayer de faire 6 x 5, puis 3 x 10, 1 x 15, 1 x 20, 1 x 25, 1 x 30. Ça te va? Sans la pause de marche. Ouais, en fait, tu vas faire 3 x 10 avec une pause de marche. Après, tu vas faire 1 x 15, généralement, une seule fois, sans marche. Puis après, 20, 25 et 30. Et après, généralement, on va prendre 5 minutes en plus à chaque sortie. Mais parfois, tu vois, ça dépend un peu. Il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. Ça va dépendre de votre patient. Tu vois, typiquement, s'il s'irrite encore après 30 minutes, tu pourrais faire, je ne sais pas moi, 4 x 10. Tu pourrais faire 2 x 20. Tu pourrais faire 4 x 15. Ça, il n'y a pas vraiment de règle. Ça, c'est votre expérience qui va vous permettre de dire mon patient, il va pouvoir tolérer ça parce qu'il a tel profil-là, tel rapport à la douleur, etc. etc. Et du coup, pour rééduquer et passer en fractionné, oui. On peut utiliser du coup le fractionné Oui, bien sûr. Le site. Oui, bien sûr. Sur le site, vous avez tous nos programmes de course sur le site, d'accord? Juste si vous allez sur le site, notez parce que vous n'allez pas vous en rappeler. Le programme fractionné 1, il est utile pour une reprise de course très conservatrice, pour débuter la course à pied ou pour faire une transition minimaliste. D'accord? Je répète? Le programme fractionné numéro 1, quand on dit fractionné en Amérique du Nord, c'est fractionné parce qu'on fractionne marche et course. Nous, ici, fractionné, c'est rapide-lent. D'accord? Là-bas, c'est alternance marche-course. Donc, le fractionné numéro 1, il est utile pour reprise de course conservatrice. Il est utile pour débuter la course à pied. Il est utile aussi pour transition minimaliste. Heureusement que vous êtes là. Fractionné numéro 2, c'est une reprise de course plus rapide qui en 3 semaines vous amène à 30 minutes. Ta question? Excuse-moi. Vous avez dit reprise de course conservatrice, débuter la course à pied et quoi? Transition pour une chaussure minimaliste. Chaussure plus fine. Ouais. Et le programme fractionné 4, c'est pour 3, c'est pour une reprise à l'intersaison, c'est-à-dire les sports co après l'été où ils n'ont rien fait pendant 3 semaines à chiller, ils vont reprendre dur à la rentrée, il faut qu'il y ait une phase de transition là. Sinon, ils se blessent tous. Donc le fractionné 3, c'est 2 semaines, ça vous ramène à 4 x 15 minutes. 4 x 14 minutes, exactement. Walou, ça va pour la bandelette? Ouais, après on va changer de pato quand même. Oui. Tu peux dire le fractionné 3, c'est 2 semaines? Fractionné 3, c'est 2 semaines pour 4 x 14 minutes. Ok, merci. 1 heure quoi. Pour la reprise de course, c'est tout en 1 minute de course, 1 minute de marche. Oui. Par rapport au type de terrain, je sais pas si par exemple on est sur un trailer ou Attends, parle un peu plus fort ou les autres baisser un tout petit peu le son. Dis-moi. Par exemple, on est chez un trailer, est-ce qu'on peut courir sur un chemin plutôt caillouteux? Est-ce qu'on est de prendre sur piste d'abord sur vraiment du plat? Ouais, alors plutôt du sentier, donc droite-gauche, sans descente. Sur piste, il faut éviter, surtout si c'est sa jambe droite et qu'il tourne dans le sens anti-horaire, parce que dans le sens anti-horaire, il va mettre un stress varisant sur la jambe droite, tu vois. Donc ça, on va éviter. Par contre, chemin varié, sans descente. Voilà. Ça marche? On change de pato?
Ça vous plaît? Ouais, allez, Pato, suivante. Périostite. Ah, excellent. Alors, périostite, regarde mon graphique là-haut. Périostite, on est où? On est dans la pathologie de charge. Alors la périostite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui court ou quelqu'un qui fait de la danse ou un sport à impact et qui a couru trop vite, qui a fait des fractionnés trop intenses ou qui a débuté le fractionné ou qui a fait des sprints ou qui a fait une course et il est allé trop vite. Et il s'est déclenché une douleur qui va se situer au tiers inférieur de la crête postéromédiale du tibia. Ok? La douleur va venir se localiser ici, là. Concrètement, on va avoir un test clinique. C'est quelqu'un qui vous dit « j'ai mal par là » sur 5 cm. Est-ce que notre collègue en short, tu peux revenir? Désolé, t'es pas très bien placé en plus, mais je vais vous montrer donc les tests cliniques et je vais vous montrer en fait la périostite. Il y a un continuum avec la fracture de stress. C'est-à-dire si votre patient qui a une périostite, il insiste encore un peu, il va passer en fracture de stress. Tu peux te mettre sur le dos, s'il te plaît. Merci. Hop. Alors. Okay. Alors, votre patient est là. Il vous dit j'ai mal par là et vous allez faire un test palpatoire. Vous repérez la crête postéromédiale qui est là et vous allez commencer en haut à palper. Donc là, il va vous dire j'ai pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et après, il va vous dire aïe, 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 et j'ai moins mal. Il est en périostite. L'intensité de la douleur est égale sur toute la zone. D'accord? Vous lui donnez des conseils, vous commencez la rééduque, faites votre truc. Et le patient, il revient et dit oh, j'ai encore plus mal et c'est trop bizarre. Quand j'ai enlevé ma chaussette, j'ai l'impression que c'était gonflé. Ça a fait une petite bosse comme ça. Et là, vous allez dire et vous allez refaire ce test palpatoire. Donc vous allez palper. Et là, il va vous dire j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Aïe, 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 aïe. Et plus mal. On reconnaît la fracture de stress à la qualité du bruit. D'accord? Si la douleur est très précise, que c'est gonflé, il va falloir que vous fassiez un troisième test. C'est le test de Fulcrum. Le test de Fulcrum, c'est un petit peu comme si on essayait de compléter la fracture. C'est un petit peu comme si on essayait de faire bâiller l'os. On va mettre l'os en contrainte. Donc pour mettre l'os en contrainte, on ne met pas les doigts sur l'os. D'accord? Je ne suis pas en train de palper ici. Je n'ai pas mes doigts là-dessus. Je dégaine un gun que je vais placer sur la malléole médiale. 2 doigts sur la malléole médiale. D'accord? Et là, je vais me mettre bien perpendiculaire au tibia et je vais mettre un stress sur l'os pour essayer de faire pencher l'os. Je vais essayer de faire ça. D'accord? Et le truc, c'est que là, il n'est pas en fracture de stress, donc il a pas mal. Et donc là, je peux mettre une charge assez importante. Le truc, c'est que s'il était en fracture de stress, déjà, je mettrais mes mains comme ça. On verrait une goutte qui arriverait là. Et je lui dirais, comment tu te sens? Il me dirait, wow, on va voir. Et là, je commencerai à mettre une toute petite force. Il me dirait, wow, c'est ma douleur. Et ça fait mal juste là. C'est gonflé, ça prend le godet, comme on dit. Vous enlevez le doigt, il y a un creux. Votre patient a un point exquis. Il a un test de Fulcrum, F-U-L-C-R-U-M. Fulcrum, F-U-L-C-R-U-M. Il a un test de Fulcrum douloureux. Et bien, il est en fracture de stress. Il y a un continuum entre la fracture de stress et la périostite. Là, il est en périostite. S'il insiste encore un peu, ça va gonfler. S'il insiste encore un peu, il va y avoir une douleur précise. Et s'il insiste encore un peu, il aura un Fulcrum test positif. La question, c'est que c'est un continuum. Si votre patient il arrive là, mais qu'il se gère bien, il va revenir là et à 0 douleur. Si le patient se gère mal, il va partir en fracture de stress. Et généralement, les fractures de stress, ça prend plus de temps à récupérer. C'est plus compliqué. Il y a parfois une décharge totale. Si votre patient a mal à la marche, c'est pas forcément le cas avec les périostites. Ok? C'est tous les tests pour la périostite. Merci. Question?
Au niveau de la fracture de stress, est-ce que les critères de Vernizet ils peuvent nous être positifs à ce moment-là? Alors, critère de Vernizet, c'est pour la cheville. Ouais, mais du coup, parce que du coup, la fracture. Tu veux dire par rapport au squeeze test ou ce genre de choses-là? Non. Non, c'est pas du tout. Ça, c'est pour la syndesmose. Ça ne sera pas applicable là-dessus. Ouais. Question? Ouais. Un test avec des tests d'auscultation avec un stéthoscope. Avec un stéto, ouais. Alors ça vaut pour les fractures complètes, notamment au niveau des branches ischio-pubiennes, mais non, pas au niveau de la périostite. Pareil, le test avec des ultrasons en continu, non. Pareil, non, ouais. Le gold standard d'ailleurs sur l'imagerie, ça sera l'IRM. Hein. La scintigraphie est trop sensible, elle va capter beaucoup d'activités dans certaines zones qui ne sont pas forcément pertinentes. Juste des vibrations. Et les vibrations sont pas bonnes pour les fractures de stress, parce que tu n'as pas t'as pas de solution de continuité, comme on dit, tu n'as pas vraiment de désolidarisation des os, tu as une continuité de l'os. Résultat, la vibration qui est normalement, tu tapes un diapason, tu le mets sur l'os, ça va faire vibrer un os, ça va faire mal. C'est pas applicable dans ce cas-là non plus. Les 3 critères de la littérature, vous pouvez regarder les papiers de Winter, c'est un Danois il me semble, Winter ou Winters avec un S, je me souviens jamais. C'est lui qui a pas mal publié sur la périostite. Et le gold standard, ça c'est quasiment aussi précis que l'IRM pour déterminer si votre patient est en fracture de stress. Ok? Donc ensuite, c'est quoi la physiopathologie? Pourquoi ça fait mal en fait? Alors, en fait, la périostite, c'est quoi? C'est le solaire et le tibial post qui se rejoignent dans un fascia qui s'insère au tiers distal du tibia. Et la personne, elle va courir trop vite et il va y avoir beaucoup de traction qui va être mise dans la zone. D'ailleurs, le solaire, on estime qu'il prend 6 à 7 fois le poids du corps à chaque appui en course à pied. Donc, les contraintes qui vont être là-bas dedans vont être hyper importantes. Donc, ça va réagir et ça va se sensibiliser sur l'os, sur l'attache. Un des trucs qui marche très bien, très tôt, c'est de faire un tape avec du tape rigide, du strapal. L'idée, c'est de venir plaquer le solaire et le tibial post contre le tibia avec un tape circulaire. Vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube. On a tous les tapes décrits, donc vous les avez à foison là-dessus. Et l'idée, c'est de venir plaquer le solaire et d'éviter les vibrations de ce muscle. Généralement, ça diminue très bien la douleur. Les bas compressifs aussi sont très utiles pour diminuer la douleur. Hein. Rien à voir avec la performance et tout là-dedans. Juste sur la douleur, le fait de serrer, ça va faire du bien. Ensuite, moi au cabinet, c'est les rares patients que je masse au niveau du solaire parce que c'est souvent bétonné, ils sont trop chargés, le muscle a été en tension permanente et ça leur fait hyper mal et en même temps du bien. C'est un plaisir un peu particulier. Ça t'appuie fort et puis ça leur fait mal mais ça leur fait du bien et ils aiment bien et en même temps ils n'aiment pas et ça les soulage et voilà. Donc on va ramollir la masse musculaire là-dessus. On va leur faire un tape en aigu. Et chez les gens chez qui ça persiste depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce qu'il faut faire, c'est du renforcement du solaire et du tibial post. La raison pour laquelle ça s'est déclenché, c'est que le solaire et le tibial post n'avaient pas la capacité de prendre la charge de la course. Donc on va faire du renfort. Comment ça se fait du renfort du solaire? Ah oui, on charge. Et charge lourd, hein, parce que le solaire... Vous avez déjà fait en salle de sport de la presse à solaire, assis, avec une charge sur les genoux? Vous pouvez soulever mais des centaines de kilos, quoi. C'est impressionnant. C'est lié à l'angle de pénétration du muscle. Donc, on va renforcer en force le solaire, le tibial post, et surtout, ce qu'on va faire, c'est leur faire une progression de pliométrie. On va leur redonner la capacité d'encaisser les chocs en plio. Ok? Donc voilà. Ensuite, ouais, question. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour mettre suffisamment de charge si on n'a pas de matériel? Alors, c'est assez compliqué, c'est pour ça que le mieux c'est d'investir un peu dans du matos, mais la solution de choix, c'est ton patient est assis, il a le bord des pieds sur un step, et tu lui mets le pad de proprio bleu qu'on a tous sur les genoux, et tu lui mets une barre chargée, lourd, là-dessus. Voilà. Sinon, ce que tu peux utiliser, c'est un banc, un leg extension leg curl. Tu te mets au bout et en fait, tu peux mettre les genoux en fait sur les boudins du dessus et en mettant le step dessous, ça te fait une presse à solaire en fait. Voilà.
Ouais, t'as ça. Sinon, tu peux essayer de le faire debout, genou fléchi, mais c'est assez technique. Souvent, en fait, ce que vont faire les gens, c'est, tu sais, tu vas leur montrer le truc éventuellement sur une jambe, et en soi, c'est pas mal. Mais souvent, au lieu de te faire ça, ils vont te faire ça. C'est-à-dire que eux font de l'extension de genou alors que tu veux de la flexion plantaire de cheville. Parce que c'est assez compliqué, contrôle moteur parlant, de faire que de la flexion plantaire en flexion de genou. Mais voilà, et puis on va progresser en saut, en pliométrie. Donc sur 2 pieds, sur 1 pied, avec de plus en plus d'énergie, avec un peu de dénivelé. Puis après, on va reprendre la course. Course à haute vitesse, course en côte. Et puis voilà. Oui. Et du coup, en pliométrie, vous mettez ça avec une grande cadence Ouais, bah, ça va dépendre. Tu vas commencer gentiment. En fait, tu vois, une progression en pliométrie, ça pourrait être... En fait, c'est pas tout à fait pliométrie d'ailleurs. C'est dynamique, puis pliométrique. En fait, la pliométrie, c'est la contraction d'un muscle très rapide après son étirement bref. Donc, en fait, si je vous fais ça, c'est pas pliométrique. On est tous d'accord? À la limite, c'est dynamique, si tu veux. Si je vous fais ça, c'est pliométrique. On est tous d'accord? Mais c'est un peu moins sollicitant que ça. Est-ce que tout le monde voit la différence? Donc en fait, on va faire cette progression-là au cours de plusieurs séances. On va décomposer. Là, je l'ai fait sur 2 pieds, on va le faire sur 1 pied, on va le faire dans différents plans, etc. Ok? En termes de chaussures, moi, généralement, j'ai tendance à pas aller avec des chaussures très très minimalistes sur les périostites. Pourquoi? Parce qu'on est sur une pathologie distale qui intéresse la face postérieure de la jambe. Et dans ces cas-là, généralement, plus vous allez minimaliste, plus il va y avoir de la charge dessus. Hein. Donc voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on fait des ondes de choc sur les périostites? Parce que vous en verrez, hein, des prescriptions parfois, les médecins ne savent plus quoi faire. Ondes de choc? Alors je vous avoue que moi j'en ai fait pendant longtemps. Et un jour, je me souviens, mon collègue Thomas, mon premier associé au cabinet, il avait un patient qui suivait pour ça. Et un jour, je vois le patient sortir de sa salle. Et je vois le patient qui avait des larmes aux yeux, tu vois, genre, il avait douillé toute la séance. Le patient, il sort et je regarde Thomas et je lui dis, ah, Thomas, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire ça parce que... Et en fait, depuis, il y a 2 études qui sont sorties qui montrent que c'est pire sur la périostite. En fait, tu augmentes la douleur au test palpatoire. Donc, c'est pas terrible. Et puis, quand on y réfléchit 2 minutes, il n'y a pas de rationnel à taper sur l'os. Donc, si jamais vous le faites, faites-le plus sur les masses musculaires, dans un objectif de faire un massage profond. Voilà. OK? Et plutôt avec une tête très large, pas la tête classique. Ça va pour tout le monde? C'est bon pour la périostite? Oui. Syndrome des loges. Ah, mais c'est génial. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez Flavio Bonnet, syndrome des loges, vous verrez que ma vidéo vient de dépasser celle de Michel Simès sur le sujet. Merci. L'objectif d'une vie. L'objectif d'une vie. Non, en fait, j'en ai pas fait beaucoup des vidéos, mais un jour, j'ai ce jeune qui sortait des études, qui vient me voir et qui me dit bonjour, je peux plus courir 5 minutes en ligne droite, j'ai mal devant le tibia, c'est une horreur, je peux plus courir. Par contre, je peux faire un match de futsal sans aucun problème. Et alors là, je lui dis bah, ça vous dérange si je prends des photos et que je filme? Parce que je pense qu'on va avoir des choses intéressantes. Et en fait, c'était vraiment le cas classique, comme dans les livres, du syndrome de loge. Alors, je vous décris le tableau. C'est un jeune, 23 ans, débutant en course à pied, qui a acheté des chaussures traditionnelles de course, chaussures très technologiques, épaisses, grosses au talon, etc. Il a une cadence à 160, plutôt basse. Il a une grosse attaque talon, avec vraiment, on voit un excès de flexion dorsale. D'accord? Tu vois qu'il exagère l'attaque du talon. Donc, son tibial antérieur travaille beaucoup trop. Et en fait, ce qui se passe dans son cas, c'est que son tibial va gonfler à l'effort et il va se retrouver étriqué dans une loge inextensible. Et ça va faire un problème contenant-contenu et ça va créer une ischémie locale. Donc, il va sentir des fourmis, ça va augmenter, ça va devenir de la douleur jusqu'au point où il a même de la douleur en relevant le pied, voire dans certains cas d'ultra-trail, il n'arrive même plus à relever le pied.
Ok? Donc on a une douleur qui est sur toute la loge antérieure, sur le tibial antérieur. On a quelqu'un qui talonne beaucoup, qui surcharge son muscle. L'objectif de la rééduque, c'est de ramollir ce muscle-là un petit peu, d'éviter de le solliciter, de changer la biomécanique pour fermer l'attaque talon. Je veux le diriger vers ce genre de pose du pied. D'accord? Je veux le diriger vers ce genre de pose du pied au sol. Le fait de transitionner là-dessus, ça va diminuer la surcharge du tibial antérieur, ça va le faire moins gonfler à l'effort et ça va régler ses symptômes. En 4 séances, il n'avait plus de symptômes et quelques mois après qu'on soit vu, il a fait le semi de Barcelone en 1h45, très bien, sans aucun problème. Et le problème des syndromes d'éloge maintenant, c'est que moi je les vois plus beaucoup. On change la biomécanique, s'ils ont bien compris, s'ils arrivent à garder le schéma de course, je leur donne un peu d'automassage sur la loge. Encore une fois, je ne vais pas les masser. En tout cas, je vais le faire au début pour avoir l'alliance thérapeutique, pour lui transmettre des conseils. Et une fois qu'il a compris comment on fait une pression glissée, je vais lui montrer comment on le fait. Et il va le faire tous les soirs. Ça fait thérapie de couple aussi, c'est pas mal. Et ça marche très bien. Ça marche extrêmement bien. Et si vous voulez, cette pathologie, elle est uniquement biomécanique. C'est à cause de la façon dont il court qu'il a mal. Tu changes la biomécanique, tu supprimes la patho. Il y a de rares syndromes des loges qui sont traumatiques, accident de la route, et là tu as une effusion de sang dans la loge, ça c'est pas pour vous. D'ailleurs, vous n'en verrez pas au cabinet, puisque c'est une urgence médico-chirurgicale. Mais le syndrome des loges bénin du coureur, c'est tout bidon, quoi. Et en fait, vous savez quoi, le problème de ce truc-là, c'est que jusque-là, on en opérait beaucoup. Et le problème de les opérer, c'est que si tu ne changes pas la biomécanique, ça revient. Puisque tu n'as pas changé la biomécanique. Il y a un tissu cicatriciel qui va se mettre en place, ton patient surcharge son muscle tout le temps, et ça va récidiver. Et moi, je pense qu'un jour, il y a des chirurgiens qui vont aller au musée de la chirurgie, et qui vont se dire, non mais attends, il y a quelques années, il y a des collègues qui opéraient des gens parce qu'ils talonnaient trop en courant. Et il y a quand même des cas chirurgicaux, et j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est souvent lié à une prise de poids rapide et soudaine. Genre un patient qui prend 10 kg d'un coup, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à lui faire céder son syndrome d'éloge. Et c'est typiquement le genre de cas chirurgical qu'on voit de temps en temps. Et en soi, c'est une toute petite chirurgie, c'est rien. C'est 2 trous dans la peau, on vient déchirer le fascia, on referme les 2 trous et c'est fini. Mais en soi, ça ne peut pas s'affranchir d'une rééducation de la foulée. Et c'est dans la loge antérieure, il n'y a pas la loge postérieure? Alors tu peux avoir des syndromes de loge postérieure qui sont très très rares pour le coup. C'est un des diagnostics différentiels de la périostite. Mais c'est super rare. Et souvent, pour le coup, eux sont chirurgicaux. Ouais, tu peux pas y faire grand chose. Ça va pour tout le monde? Il est quelle heure? 45. Allez, on s'en fait une dernière? Allez. Ouais. Ah pardon. Du passage, quelqu'un qui est sur attaque salon, au passage milieu avant-pied, Ouais. pour limiter la charge au niveau antérieur. Oui. Ça peut arriver qu'il y ait une surcharge au niveau maintenant du solaire. Alors ça c'est si tu vas trop vite. Ouais. Si tu vas trop vite. Si demain tu dis à ton patient, ouais c'est bon, mets-toi sur l'avant-pied, cours 30 minutes, là clairement tu vas avoir une belle tendinopathie d'Achille, je pense. Mais si tu es assez progressif, encore une fois, dans l'esprit des 1-1 que je vous racontais tout à l'heure, normalement il n'y a pas de souci. Ton patient il va s'adapter. Après, ça va être à vous de lire. Est-ce que mon patient il va s'adapter rapidement ou est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il a des comorbidités? Ça va prendre du temps. Est-ce qu'il est jeune, en bonne santé? Ça va rouler. Ok? Parfait. Je crois qu'il avait levé la main. Ouais. Moi, pareil, c'est toujours sur le même sujet. Ouais. Pour le changement du mécanisme, est-ce que l'augmentation de la cadence il reste pertinent, par exemple, comme sur la pathologie? Oui, ouais. Il est pertinent pareil parce qu'en fait, si tu veux, un des trucs qu'on dit à la clinique, c'est on dit rarement à quelqu'un de se mettre sur l'avant-pied. C'est très très rare qu'on donne cette info-là parce que les gens exagèrent la correction, ils se retrouvent là-dessus et c'est pas terrible. En fait, par la cadence, tu changes inconsciemment la pose du pied au sol. Donc c'est plus subtil, c'est plus fiable, c'est plus pédagogique. Il y a beaucoup d'avantages à passer par la cadence pour fermer l'angle pied-sol. Ouais.
On peut parler de la tendinopathie d'Achille. Oui, allez, dernier sujet, tendinopathie d'Achille. Très bon sujet. Alors, évidemment, on est encore sur une pathologie liée à la vitesse. C'est quelqu'un qui a couru trop vite, potentiellement trop vite en côte. Ou quelqu'un, j'ai eu plusieurs fois, moi, le cas à Paris, prépa marathon de Paris. La personne, dans son programme, il y a aller faire des escaliers. Donc, elle va à Montmartre et elle fait les escaliers pendant machin. Et elle revient, elle a le tendon épaissi, douloureux, difficile de monter sur la pointe des pieds, elle a une tendinopathie d'Achille. Ok? Alors, la tendinopathie d'Achille, il y a plein de diagnostics différentiels en fait face postérieure du talon. On va faire la jonction musculaire ici. On va faire l'anthèse sur le calca ici. Nous, ce qui se passe, qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qu'on aime, les kinés? Qu'est-ce qu'on adore? Qu'est-ce qu'on kiffe? C'est la tendinopathie corporeale. 2 cm de l'insertion jusqu'à 6 cm ici. D'accord? Ça, on kiffe. Pourquoi est-ce qu'on kiffe ça? C'est quelqu'un, généralement, quand vous allez prescrire de l'exercice, qui va s'améliorer à chaque séance. Quand il fait ses exercices, il a moins mal. C'est rare ça, hein? C'est pas toujours le cas. Quand il fait ses exercices, il a moins mal et il aime faire ses exercices. Et plus tu lui en donnes, moins il a mal. C'est une tendinopathie d'Achille corporeale. Et ça contraste très fortement avec les anthésopathies à l'insertion, en arrière du calca, tout ce qui va être bursopathie à l'arrière du calca, tout ce qui va être ténosynovite. C'est vraiment, ça réagit moins bien aux exercices, ces pathologies-là. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a? On a un patient qui se plaint d'une douleur précise, qui rentre dans l'espace d'une pièce de 2 €. La douleur, elle est précise, il peut la pointer avec un doigt. Généralement, le tendon est légèrement gonflé. Il fait mal à la palpation et il fait mal à la contraction. Et il y a un truc très caractéristique dans les tendinopathies corporeales, c'est ce qu'on appelle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une dépendance aux contraintes. Plus vous allez mettre des contraintes sur le tendon, plus le patient va avoir mal. Exemple, vous testez votre patient, pointe de pied sur 2 pieds. Il va vous dire j'ai mal à 2 sur 10. Et là vous allez dire bon, essayez sur un pied. Et sur un pied, il le fait, et il a mal à 4 sur 10. Et là vous lui demandez de sauter sur un pied, et là il a mal à 7. Cette dépendance aux contraintes, le fait que quand tu mets plus de contraintes, ton patient a plus mal, c'est témoin d'une tendinopathie corporeale qui va bien réagir aux exercices. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des patients qui vont vous dire là j'ai mal à 4 sur 2 pieds, là j'ai mal à 2, et là j'ai pas mal du tout. Et là, il faudra vous dire dans votre tête, attention, c'est pas une tendinopathie corporale, c'est autre chose. Et il faudra chercher un diagnostic différentiel dans la zone. Ok? Que vous dire de plus? Une fois que vous avez identifié cette patho, on va prescrire un protocole d'exercice. Est-ce que vous avez entendu parler du protocole d'Alfredson? Non, vous n'avez pas entendu? Jamais? Alfredson, non? Stanish? Stanish, parfait. Stanish, ça date de 1984. J'étais pas né. Voilà. Alfredson, ça date du début des années 2000. Donc au mieux, là, vous avez 20 ans de retard. C'est ça que vous me dites? Alfredson, vous n'avez jamais entendu parler d'Alfredson? Vous voulez que je vous raconte l'anecdote d'Alfredson? Il n'y a jamais personne qui m'a dit non, rien à foutre. Alors, Alfredson, c'est parce qu'il n'est pas mort, c'est un chirurgien suédois qui travaille à Londres actuellement et qui a beaucoup publié sur le tendon d'Achille. Et en fait, la légende raconte, mais cette légende m'a été confirmée par Jill Cook en personne, c'est qu'il souffrait du tendon d'Achille et personne ne voulait l'opérer. Et lui, il avait essayé un pseudo-Stanish et ça ne marchait pas. Et vous savez ce qu'il s'est dit, le gars? Il s'est dit, vous savez quoi, je vais me le faire péter, comme ça, ils vont m'opérer. Et en fait, il a fait de l'excentrique lourd dans la douleur. Alors que Stanish disait, il faut un petit peu de douleur peut-être sur la dernière répétition. Vous avez déjà essayé de donner un exercice avec la douleur qui arrive que sur la dernière répétition? Bon courage. En fait, si vous voulez, ça a été une découverte fortuite d'Alfredson,
de se dire, dans les tendinopathies chroniques, il faut rentrer dans la douleur, dans la mesure où c'est pas pire après le lendemain. Et en fait, guess what? Alfredson, il s'est réglé sa tendinopathie d'Achille en rentrant dans la douleur, dans de l'excentrique, toute l'amplitude et lourd, où il rajoutait de la charge. Et en 2003, il a publié un article sur des athlètes de piste qui avaient des tendinopathies d'Achille corporeales, et il a montré que son protocole faisait un retour au sport pour 90% d'entre eux au même niveau en 3 mois, ce qui était un très bon résultat. D'accord? Et son protocole, c'est quoi? C'est 3 fois 15 répétitions d'excentrique dans toute l'amplitude sur une marche, dans la douleur, jusqu'à 4 à 5 sur 10 pendant, pas pire après et pas pire le lendemain, toujours les mêmes consignes. Chargé avec une charge incrémentale. Si tu n'as plus ce 4-5 sur 10 de douleur pendant, tu charges un peu plus. Donc tu fais 3 fois 15, 2 fois par jour. Tu es à 90 répétitions dans le protocole d'Alfredson par jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer avec ça. Pas dire qu'il faut commencer avec ça. Parce que vous allez commencer avec ça avec des patients qui ne sont pas fit, ils vont avoir de méga courbatures au mollet, voire ils vont se faire mal. Et il faut le faire tous les jours, jusqu'à 3 mois. Ça, c'est le protocole d'Alfredson. Et j'ai envie de vous dire, dans la publication originale, puisqu'il était chez des athlètes de haut niveau, il a fait 90 répétitions jambes tendues et 90 jambes fléchies. Et on oublie trop souvent de travailler les fibres profondes en jambes fléchies. Et en fait, sur sa publication originale, c'était 180 répétitions par jour. Ça fait beaucoup. Ça fait bien trop pour 95% de vos patients demain. Peut-être même plus. Donc ça, c'est le protocole d'Alfredson. D'accord? Donc ça contraste avec Stanish, hein, parce qu'il n'y a pas d'étirement avant, il n'y a pas de notion de course, il n'y a pas de notion de vitesse. Tout est fait lentement, 6 secondes de descente. Il n'y a pas d'étirement à la fin et il n'y a pas de glace. La glace aura un effet plutôt anti-adaptatif, d'ailleurs, sur les tendinopathies. Alors, on a différentes questions. Quand vous dites avec des charges lourdes, est-ce que le protocole ça suffit ou non. On va rajouter un sac. Typiquement, ça peut être un sac avec des gros livres ou avec un pack d'eau ou avec une charge externe dans une salle de muscu, par exemple. Alors, on a décliné, en fait, si tu veux, ce protocole à toutes les tendinopathies. Et ça marche plus ou moins. Là, dernièrement, il y a un article qui est sorti par Coupé, un très bon auteur sur les tendinopathies. Il a sorti un autre protocole, le HSR, qu'il a appliqué au tennis elbow. Et ça marche très très bien. Le HSR, c'est avec de la charge externe, ça se fait sur 2 jambes. Mais que te dire par rapport à ça? En fait, ce qui est important, ce que vous devez retenir dans le traitement des tendinopathies, c'est qu'il y a 2 choses qui sont importantes. Le temps sous tension et la charge. Notez bien, temps sous tension et charge. En moyenne, sur les tendinopathies, les résultats sont meilleurs s'il y a un temps sous tension qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire un temps sous tension? Regardez, si mon patient il fait des exos comme ça, il fait rien, d'accord? Il n'y a pas de tension qui passe. Il n'y a pas de temps sous tension. Vous informez pas les cellules que vous voulez créer de l'adaptation. D'accord? Versus si mon patient il monte sur 2 pieds, il tient sur un pied, il attend un peu, il descend, il va lentement dans toute l'amplitude avec une charge externe, là on est beaucoup plus efficace. Moi je demande souvent à mes patients, je leur dis vous avez fait quoi avant d'arriver au cabinet? Ils me disent bah, j'ai fait excentrique et MTP. Je dis waouh, c'est toujours mieux que massage Shoten, c'est trop bien. Et je lui dis mais montrez-moi comment vous avez fait l'exercice. Et il me montre ça, donc il fait ça, tiens. Danse un peu. Et je lui dis d'accord, bon, c'est comme s'il avait rien fait déjà. Et puis je lui dis vous en avez fait combien? Il me dit 20 par jour, quand j'y pensais quoi. Je dis d'accord. Et donc en fait c'est comme s'il avait rien fait en fait. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? On reprend l'exécution de l'exercice. Je lui dis pourquoi c'est important qu'il y ait un temps sous tension. Je mets un métronome avec 60 BPM. Et je lui dis il faut que vous comptiez 6 pour être en bas. Tu vois le truc? C'est super chiant. Mais en fait ils aiment bien dire ah c'est marrant et tout, un métronome. Ouais. Ça, c'est hyper important. Donc, exécution de l'exo et après dosage. C'est-à-dire que 20 répétitions, même bien faites, c'est pas suffisant. On va aller à 40, 50, 60, rapidement 90 en 3-4 semaines. Ok? Un peu de charge externe.
un peu de modulation de la douleur. Les ondes de choc sont recommandées dans la tendinopathie d'Achille corporeale persistante depuis plus de 3 mois. D'accord? Plus de 3 mois, quelqu'un qui a mal au tendon, c'est une bonne indication. Et attention, pas d'anthésopathie, hein. J'en ai beaucoup fait aussi. J'ai empiré un paquet de patients. N'en faites pas. Quand la douleur est sur l'os, quand la douleur est à l'anthèse, n'en faites pas, vous allez empirer les gens. On en fait là. Ouais. Pourquoi plus de 3 mois? Parce que c'est la littérature, il faut que ce soit chronique. En fait, en aigu, tu n'as pas de rationnel de venir taper dessus. Encore une fois, c'est inflammatoire, c'est aigu, c'est... On laisse couler. On laisse couler. 6 semaines, 3 mois, tu pourrais peut-être commencer là. Ouais. Faire de la planification, ça marche ou pas? De la planification. Planification, tu veux dire? La quantification du stress mécanique. Ah bah ouais, carrément, c'est exactement ce qu'on va faire avec la prescription d'exercice en fait. C'est que tu vas prescrire un exo pour augmenter la capacité. Une fois que ton patient il peut courir, bah là on va le faire rentrer dans une quantification du stress mécanique en course à pied. Donc on va reprendre du volume, faible vitesse. Une fois qu'il peut courir à faible vitesse, on va augmenter la vitesse. Ouais. Ça va pour tout le monde? Donc tendinopathie d'Achille, protocole de Alfredson, il faut vraiment que vous le maîtrisiez celui-là parce que c'est vraiment la base, vraiment la base. Allez rechercher ces papiers, c'est super simple, il n'y a pas besoin de matériel, ou pas beaucoup, c'est hyper efficace. Ça va? Qu'est-ce qu'on va faire? Là-dessus, évidemment, alors écoutez, sur ces patients-là, on ne les fait pas passer avant-pied, médio-avant-pied, hein, parce que vous comprenez bien, si vous les faites passer là-dessus, le tendon d'Achille va prendre beaucoup plus de contraintes, d'accord? Donc soit si vous voulez faire ça, il faut les rendre très très forts, d'accord? Donc beaucoup d'exercices, beaucoup de répétitions. Que vous dire de plus? Généralement, on y va avec une chaussure pas trop minimaliste. On ne veut pas que ce soit trop fin, trop flexible. On va peut-être prendre un petit peu d'épaisseur, un petit centimètre. Pourquoi pas un petit drop, 2, 3, 4 mm. Parce que si vous le mettiez à courir pieds nus, vous comprenez bien que le tendon d'Achille il va prendre cher. Ok? Je regarde juste quelle heure il est parce que moi j'ai une petite pause avant de vous faire un topo sur les lombalgies. Donc je vais prendre une dernière question sur le tendon d'Achille et puis après je vous inviterai à faire une petite pause. Et puis on se retrouve dans une demi-heure sur mon bilan. Après 12 ans de pratique, mon bilan sur les lombalgies. Et j'espère que ce sera aussi bien que ça, que vous apprécierez autant. Merci. Pas de questions? Allez, dernière question. Vous avez évoqué le protocole HSR aussi. Ouais. Et... Alors, HSR. HSR, c'est pour Heavy Slow Resistance. Les 2 articles qu'il faut que tu regardes, c'est l'article de Ricky Beyer, B-E-Y-E-R, et Kongsgaard, K-O-N-G-S, Kongsgaard, S-G-A-R-D. C'est des Norvégiens. Regarde l'article de Coupé aussi, C-O-U-P-P-E, qui est sorti il y a 1 mois ou 2. Il y en a eu d'autres là-dessus. Le protocole HSR, c'est un protocole sur 3 mois qui se fait sur 2 jambes et qui c'est en concentrique-excentrique avec des charges lourdes. La première semaine, tu fais 3 séries de 15 répétitions. Les semaines 2 et 3, tu fais 4 séries de 12 répétitions. Ensuite, tu fais 4 x 10, 4 x 8, 4 x 6. Et tu fais ça sur 3 mois, pour faire simple. Et ça marche aussi bien que Alfredson. Tu as les mêmes résultats à 3 mois et à 1 an, sauf que ça prend 3 fois moins de temps aux gens de le faire. Et tu as une meilleure satisfaction. Parce que c'est beaucoup moins monotone, beaucoup moins chiant que Alfredson. Donc voilà, je t'inviterai à regarder ça. Merci à tous pour votre attention, c'était chouette. À tout à l'heure.